Une infidélité. Anton Tchekhov. Comme il faisait sa promenade du soir, l'assesseur de collège Migouillev s'arrêta à hauteur d'un poteau télégraphique et fit un profond soupir. À cette même place, une semaine auparavant, lorsqu'il rentrait chez lui, son ancienne femme de chambre, Ania, l'avait rattrapé et lui avait dit avec fureur: Attends voir, je vais te cuire une si belle écrevisse que tu sauras ce qui en est de mettre à mal les innocentes. Je vais t'apporter le marmot, et j'irai au tribunal, et j'expliquerai tout à ta femme. Et elle exigea qu'il déposât à la banque, à son nom, 5 000 roubles. Migouillev, à ce souvenir, soupira et se reprocha une fois encore, avec attrition, son entraînement passager qui lui valait un si grand nombre de tourments et de souffrances. Revenant chez lui, Migouillev s'assit sur l'avant-porte pour s'y reposer. Il était exactement 10 heures, et un bout de lune regardait à travers les nuages. Dans la rue et auprès des villas, pas une âme. Les vieilles gens en villégiature étaient déjà au lit. Les jeunes se promenaient dans les bois. En cherchant dans ses deux poches une allumette pour fumer une cigarette, Migouillev heurta du coude quelque chose de mou. Oisif, il regarda et soudain son visage se crispa, comme s'il voyait un serpent. Sous l'avant-porte, au seuil même, gisait un paquet, quelque chose qui, au toucher, devait être une couverture piquée, enveloppait quelque chose d'allongé. Par un coin légèrement soulevé, l'assesseur de collège, ayant glissé sa main, sentit quelque chose de tiède et de frais. Terrifié, il se releva et regarda autour de lui comme un criminel qui s'apprête à fausser compagnie à son escorte. Malgré tout, siffla-t-il entre ses dents, serrant les poings, elle l'a apporté. Le voilà étendu ici, notre péché. Oh, Seigneur! D'effroi, de colère et de honte, il restait pétrifié. Que faire maintenant? Que dirait sa femme si elle arrivait à savoir? Que diraient ses collègues? Son Excellence, son chef, lui tapant sans doute sur le ventre en pouffant de rire, dirait: Je vous félicite! Hé, barbe grise et le diable à la peau, ce polisson de Semyon et Rastovitch. Toute la colonie villégiaturante connaîtrait son secret, et apparemment les respectables mères de famille lui fermeraient désormais leur demeure. Tous les journaux publiant la liste des enfants abandonnés, ainsi le nom de Migouillev circulerait dans toute la Russie. La fenêtre centrale de la villa était ouverte, et l'on entendait nettement Anna Philippovna, la femme de Migouillev, mettre le couvert pour le souper. Tout près de la porte, dans la cour, le garde-cour Yermolaï pincottait plaintivement de la balalaïka. Le petit n'avait qu'à se réveiller et à piailler, et le secret serait découvert. Migouillev ressentit un insurmontable désir de partir vite. Vite, vite, marmonna-t-il, à la minute, tandis que personne ne voit. Je vais le porter quelque part et le mettre sur le pas d'une autre porte. Migouillev prit le paquet d'une main et doucement, d'un pas mesuré, pour ne pas éveiller l'attention, il marcha dans la rue. Situation éminemment dégoûtante, pensait-il, en tâchant de se donner un air indifférent. Un assesseur de collège dans la rue avec un nouveau-né. Oh, Seigneur, si quelqu'un me rencontre et comprend de quoi il s'agit, je suis perdu. Si je le posais à cette porte. Non, attention, les fenêtres sont ouvertes. Quelqu'un regarde peut-être. Où le mettre? Ah, voilà, je vais le porter à la villa du marchand Mielkin. Les marchands sont riches, compatissants, peut-être même les Mielkin en seront-ils reconnaissants, et le garderont-ils pour l'élever. Migouillev décida de porter le nouveau-né absolument chez Mielkin, bien que la maison du marchand fût dans la rue la plus éloignée, près de la rivière. Pourvu seulement qu'il ne se mette pas à brailler et ne glisse pas du paquet, pensait l'assesseur du collège. C'est justement le cas de dire « Merci, je ne m'y attendais pas. Je porte sous le bras, à la façon d'une serviette, un être vivant ayant une âme, des sentiments, comme chacun. Si, par fortune, les Mielkin le prennent pour l'élever, peut-être deviendra-t-il quelque chose de convenable. Peut-être deviendra-t-il un professeur, un chef d'armée, un écrivain. Tout arrive en ce monde. Je le porte sous le bras comme rien du tout, et peut-être dans 30 ou 40 ans devrais-je me tenir au garde à vous devant lui. » Comme Migouillev suivait une ruelle étroite et déserte, bordée d'une longue palissade, à l'ombre épaisse et noire de gros tilleuls, il lui sembla soudain qu'il faisait quelque chose de très cruel et de criminel. Au fond, quelle lâcheté, pensait-il, si lâche que l'on ne peut rien imaginer de pis. Pourquoi trimballer de porte en porte ce malheureux? Est-il coupable d'être né? Quel mal nous a-t-il fait? Nous sommes des lâches, nous aimons les promenades en traîneau,
Mais ces traîneaux, ce sont les enfants innocents qui doivent les traîner. Il faut réfléchir pourtant à toute cette histoire. Pour un écart que j'ai fait, un sort atroce attend un enfant. Je vais le semer chez les Mielkin. Les Mielkin l'enverront aux enfants trouvés, où tout est officiel. Mercenaires, ni caresse, ni amour, ni gâterie. On en fera plus tard un cordonnier. Il deviendra un ivrogne, apprendra à dire des énormités, crèvera la faim. Fils d'un assesseur de collège, de noble sang, il sera cordonnier. Il est ma chair et mon sang. Migouilleff, de l'ombre des tilleuls, passa sur la route baignée de clair de lune, et défaisant le paquet, voulut voir le petit. « Il dort, murmura-t-il. Ah, il a, le coquin, le nez busqué de son père. Il dort et ne sent pas que son père le regarde. C'est un drame, mon petit. Bah, pardonne-moi, frérot. C'est là, vois-tu, ce que le sort te destinait. » Les paupières de l'assesseur de collège se mirent à battre, et il sentit sur ses joues un fourmillement humide. Il recouvrit l'enfant, le mit sous son bras, et continua à marcher. Pendant tout le trajet jusqu'à la villa Mielkin, des questions sociales défilaient dans sa tête, et dans sa poitrine, sa conscience le tiraillait. « Si je valais quelque chose, pensa-t-il, si j'étais un homme d'ordre, je ferais fi de tout. J'irais avec ce mioche trouver Anna Filipovna, me mettrais à genoux devant elle, et lui dirais « Pardonne-moi, j'ai péché, tourmente-moi, mais ne faisons pas le malheur d'un innocent. Nous n'avons pas d'enfant. Prenons celui-ci et élevons-le. C'est une brave femme, elle consentirait, et j'élèverai mon petit auprès de moi. » Ah! Proche la maison des Mielkin, Migouilleff s'arrêta perplexe. Il se vit chez lui, dans son salon, lisant le journal. Près de lui se presse un gamin au nez busqué, qui joue avec les glands de sa robe de chambre. Mais en même temps glissèrent dans son esprit les clins d'yeux de ses collègues et de son excellence, pouffant de rire et lui tapant sur le ventre. Dans son âme, auprès de sa conscience qui le chatouillait, se glissait quelque chose de doux, de chaud et de triste. L'assesseur de collège posa avec précaution l'enfant sur les degrés de la terrasse et fit un geste de renonciation. Derechef, de haut en bas, une sorte de fourmillement courut sur son visage. « Lâche que je suis !»« Pardonne-moi, frérot, » murmura-t-il. « Ne me garde pas rancune. » Il fit un pas en arrière, mais, sur le champ, il poussa une exclamation résolue et dit « Ah, il en sera ce qu'il en sera. Je me moque de tout. Je le prends chez moi, et que les gens disent ce qu'ils voudront. » Migouilleff prit le nouveau-né et revint rapidement vers sa demeure. « Qu'on dise ce qu'on voudra, pensait-il. Je vais aller à l'instant me jeter aux genoux de ma femme et lui dire « Anna Filipovna, elle est brave femme, elle comprendra, et nous l'élèverons. Si c'est un garçon, nous l'appellerons Vladimir. Si c'est une fille, Anna. Nous aurons au moins une consolation sur nos vieux jours. » Et il fit comme il l'avait décidé. Pleurant, mourant de peur et de honte, plein d'espoir et d'un enthousiasme vague, il entra chez lui, alla vers sa femme et se mit à genoux devant elle. « Anna Filipovna, dit-il, en sanglotant et posant le petit sur le parquet, ne m'envoie pas à l'échafaud. Ordonne-moi de dire un mot. J'ai péché. C'est mon enfant. Tu te souviens d'Agniouchka? Alors voilà, le malin m'a séduit. » Et fou de honte et de peur, sans attendre la réponse, il se leva et courut dehors, comme si on l'eût fouetté. « Je resterai ici jusqu'à ce qu'elle m'appelle, » se disait-il. « Je vais lui laisser le temps de se remettre, de réfléchir. » Le garde-cour, Yermolai, tenant sa balalaïka, passa, le regarda et haussa les épaules. 1 minute après, il repassa, haussant encore les épaules. « En voilà une histoire. Dites-moi un peu, Semyoner Astitch, » murmura-t-il avec un sourire. « Une femme, la blanchisseuse Aksigna, est venue ici il y a un moment. La sotte a laissé son enfant dans la rue, sur l'avant-porte, et tandis qu'elle était chez moi, quelqu'un a emporté le marmot. En voilà une histoire. »« Quoi? Que dis-tu » cria Migouilleff à pleine voix. Yermolai, s'expliquant à sa façon la colère de son maître, se gratta la nuque et fit un soupir. « Excusez, Semyoner Astitch, dit-il, mais maintenant c'est le temps des villégiatures. On ne peut pas se passer de ça, de femmes, c'est-à-dire. » Et voyant les yeux écarquillés, étonné et méchant du maître, Yermolai eut un soupir de coupable et continua. « C'est mal, évidemment, mais qu'y faire? Vous avez défendu de laisser entrer dans la cour des femmes étrangères à la maison. C'est vrai, mais où en prendre que nous connaissions? Avant, du temps d'Agniouchka, je ne laissais pas entrer les étrangères, parce qu'elle était de chez nous,
tandis qu'à présent, daignez juger vous-même. On ne peut pas se passer de femmes qui ne sont pas d'ici. Et du temps d'Annouchka, il est vrai qu'il n'y avait pas de désordre parce que... Hors d'ici, misérable! Lui cria Migouilleff, se mettant à trépigner, et il rentra chez lui. Anna Philippovna et Bobby, courroucés, étaient assises à la même place, sans détacher ses yeux en pleurs du nouveau-né. « Allons, allons !» se mit à marmotter Migouilleff, pâle, la bouche contournée en un sourire. « Je plaisantais. Ce n'est pas mon enfant, c'est celui de la blanchisseuse Aksimia. C'est une plaisanterie. Porte-le à Yermolai.